Chers élèves, bonjour et bienvenue pour ce cours conférence. Alors, aujourd'hui, on attaque un nouveau thème. On attaque le thème 2 de géographie qui a pour titre, et c'est ce qu'on note dans nos cahiers, territoire, population et développement, quel défi. Et ce thème est divisé en plusieurs parties, et donc la première partie, des trajectoires démographiques différenciées, les défis du nombre et du vieillissement. Et donc là on attaque pour cette capsule vidéo, pour reprendre les mots des enseignants innovants. Bon, moi je sais pas si je suis très innovant, bon, même si je reste monsieur le jeune, je suis dans le vent quoi qu'il arrive. Et innovant ne s'écrit pas exactement comme vent, mais ça c'est un autre débat. Donc on attaque aujourd'hui un cours, une séquence, qui s'étale sur la journée de lundi et de jeudi. Alors soit vous le faites d'un coup, voilà, soit vous le faites en deux coups, c'est comme vous voulez. Je pense que d'ici la fin de la semaine je devrais être raccord par rapport au cahier de texte. Pour l'instant vous avez remarqué que malheureusement je suis toujours un petit peu en retard. C'est le temps de mettre au point pour moi la solution pédagogique qui n'a abouti qu'il y a maintenant une seule semaine. Donc évidemment il faut que je rattrape petit à petit le retard engagé. Donc on y va, on attaque le grand A, notre grand A, la diversité des situations démographiques. La diversité des situations démographiques, on a une problématique qui va nous accompagner ici, et on se demande quelle évolution démographique connaît le monde. Voilà, ça c'est la question à laquelle on va répondre ici pendant il y a à peu près 2 heures en gros de travail, peut-être un petit peu plus si on compte le travail personnel qui sera propre à la journée de jeudi. Voilà, c'est pour ça si vous avancez, vous gagnerez du temps. Alors, entrons dans le vif du sujet avec le petit 1 vers 10 milliards d'êtres humains. 10 milliards d'êtres humains, ça commence à parler. Et est-ce que c'est une perspective ou est-ce que ce n'est pas une perspective? Alors, la première chose qu'on va faire, c'est d'utiliser la fiche qui est jointe dans le cahier de texte. Vous avez une fiche, la fiche cran A, dans laquelle vous avez 3 activités. Et nous, on va commencer par la première des activités. La première des activités, elle porte sur 3 pyramides des âges. Les 3 pyramides des âges, vous les avez sur la gauche de votre fiche. 3 pyramides des âges qui sont propres à 3 territoires différents, 3 pays, 3 États. On retrouve comme premier État le Japon, le Brésil, et puis on a ajouté un 3e État qui est Madagascar. Il faut bien que je case Madagascar dès que je le peux, bien sûr. Et là, ça s'y prêtait bien. Alors, pyramide des âges, je vais y revenir. Vous pouvez voir avec plus de détails chacune de ces pyramides grâce aux diapositives 1, 2 et 3, qui sont les fichiers numériques de ces images, et qui sont jointes également dans le cahier texte électronique. Donc pour zoomer, vous pouvez utiliser directement ces diapositives. Vous remarquerez au passage que je les ai mis, les fiches, cette fois directement en PDF. Il y a plusieurs élèves qui m'ont fait remonter qu'ils avaient du mal à ouvrir les documents texte, donc du coup j'ai décidé de les mettre directement en PDF, et a priori ça s'ouvre plus facilement. Si vous avez des problèmes pour les ouvrir, eh bien vous me contactez par la messagerie électronique ou vous m'appelez aux horaires de permanence. Normalement, je vous le rappelle, l'établissement a donné mon numéro de téléphone. Si tel n'est pas le cas, eh bien vous demandez à l'établissement mon numéro de téléphone, et je vous rappelle que ma de permanence, c'est le mardi matin de 10h à 13h et le jeudi de 10h à 13h. Voilà. La suite. Eh bien, la suite.
Vous avez donc un travail en autonomie à faire sur ces pyramides des âges. Avant tout cela, il faut que vous compreniez bien c'est quoi une pyramide des âges. Et là, il faut que je vous explique avant que vous vous lanciez dans la réalisation du travail. Les pyramides des âges, certains d'entre vous en ont peut-être vu dans leur scolarité, mais c'est un nombre réduit car on les étudie de moins en moins. Une pyramide des âges, c'est assez compliqué à comprendre. Enfin, compliqué, tout est relatif. Moi je trouve pas ça très compliqué, mais parce que j'ai eu l'habitude d'en étudier, mais la première fois où on est confronté à une pyramide des âges, ça peut un petit peu déstabiliser. Vos parents en ont parfois étudié davantage que vous, donc peut-être qu'ils pourront aussi vous aider si vous séchez et si ils sont pas en télétravail ou s'ils sont pas complètement exténués de leur journée de travail pour ceux qui travaillent dans le domaine médical, et il faut penser à eux. Donc, une pyramide des âges. Une pyramide des âges, en fait, c'est un instantané de la population à un instant T. C'est-à-dire que les trois pyramides des âges que vous avez ici sont des instantanés de la totalité de la composition des trois pays qui sont présentés. Donc, instantané de la totalité de la population nippone, brésilienne et malgache sont représentés dans cette pyramide des âges. La pyramide des âges, on peut la couper en deux. Il y a un côté rose, un côté bleu, c'est l'usage, et le code est assez binaire, il est culturel aussi, hein, et propre à la France, c'est pas le cas partout dans le monde, mais on met les garçons à gauche et les filles à droite, d'où ce bleu et ce rose, qui est pas obligatoire, hein, mais la convention veut qu'on mette les hommes à gauche et les femmes à droite. Donc, première division, c'est une division sexuelle de la population. Tous les hommes de la population du Japon sont donc sur la gauche, toutes les femmes de la population nippone sont donc à droite. Ça, c'est le premier instantané, filles, garçons. Le deuxième élément, il est divisé par tranche d'âge. Alors, on peut prendre les tranches d'âge qu'on veut, ça peut être toutes les années. Et puis, on aurait autant d'étages que la personne la plus vieille de la population. Je sais pas si vous comprenez. Ou on fait des tranches de 5 années, 2 années, 10 années, 15 années, 20 années. Hein. Ici, je sais plus exactement de combien est Attendez, je vais regarder le document. Voilà, donc ici, on a des tranches de 5 années. Donc si on prend sous les yeux la pyramide des âges du Japon, vous voyez qu'on a plusieurs étages. Hein. On a l'étage de 0 à 4 ans, donc jusqu'à 5 ans, puis de 5 ans à 9 ans, de 10 ans à 14 ans, etc., etc. Et puis le dernier étage, c'est pour ceux qui finalement ont plus de 100 ans. On a arrêté là de faire la division en tranches de 5 années. C'est-à-dire que si vous avez 120 ans, vous êtes dans cette colonne qui est tout en haut du Japon. Ça marche ? Enfin, j'espère que ça marche. Donc, si on prend le premier étage, finalement, on a ici toutes les personnes qui, en 2019, ont entre 0 et 5 ans. 2% de garçons pour 1,9% de filles. Ça marche ? Et ainsi de suite pour chacun des étages. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans la catégorie, dans le dernier étage, entre guillemets 100 et plus, ce sont des personnes qui sont nées au plus tard en 1919. Ça marche ? Parce qu'en fait, si on refait la même pyramide dans 5 ans, les personnes qui ont aujourd'hui entre 0 et 4 ans et qui seront toujours vivantes dans 10 ans, dans 5 ans, entre guillemets, elles seront passées sur l'étage du dessus. Donc c'est un instantané pris sur la population, ici dans l'année 2019. Ça marche ? Donc, par exemple, si on s'intéresse à la catégorie 50-54 ans, on se rend compte qu'il y a 3,4% qui représentent les hommes, contre 3,3% pour les femmes. Et si on additionne tous les pourcentages qui sont à gauche et à droite, on arrive à 100%, la totalité de la population nippone. Vous avez compris le processus ou pas ? Ça veut dire que finalement, si on prend notre tranche 50-54 ans et qu'on additionne 3,4 et 3,3, ça nous fait 6,7. Donc 6,7% des Japonais ont entre 50 et 54 ans. Ça marche ?
Ça, c'est l'idée générale et c'est le fonctionnement d'une pyramide des âges. Alors, en plus de chacune de ces pyramides, vous avez vu que vous avez un graphique sur l'évolution de la population, finalement. La population totale du Japon, elle a évolué comment? Donc, pour le Japon, on peut voir que depuis 1950, la population, elle a augmenté jusqu'à atteindre un maximum de population entre 2000 et 2015. Et puis, actuellement, on est en 2019, vous voyez que la population commence à diminuer. Et il est prévu qu'elle continue à diminuer. On n'a aucune certitude sur est-ce qu'elle va continuer à diminuer ou pas. Bon, maintenant que vous avez, je l'espère, bien compris le fonctionnement d'une pyramide des âges, vous allez pouvoir vous lancer dans l'activité numéro 1. Si jamais il y a encore des choses qui vous échappent, il y a des vidéos sur internet qui expliquent comment fonctionnent les pyramides des âges. Je vous invite à en regarder une ou deux, voilà, pour aller plus loin. Quand il y a une question, il faut vraiment la fouiller, et puis n'hésitez pas à m'envoyer des questions par la messagerie électronique, je suis là pour vous répondre, c'est mon travail. On est dans la continuité pédagogique. Je répondrai pas forcément immédiatement, mais il faut que vous puissiez poser vos questions. Voilà, je vous laisse faire votre travail, vous mettez sur pause, et puis vous revenez une fois que vous l'avez terminé. Eh bien, vous voilà de retour. Vous avez été très vite ou vous avez pris votre temps. Pour moi, c'était de l'instantané, c'est magique. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on va noter, finalement, ici, dans nos cahiers? Eh bien, ce qu'on peut retenir ici, c'est que chaque pays connaît une situation démographique différente. La composition démographique, elle ne répond pas partout à la même distribution. Voilà, ça c'est ce qu'il faut noter dans votre cahier. On pourra aller plus loin finalement. On aurait pu rajouter, et vous pouvez chercher sur internet, une pyramide des âges par exemple de l'Inde. Et vous remarquerez qu'en Inde il y a une particularité, c'est-à-dire que les hommes sont vraiment beaucoup plus représentés que les femmes. Même chose sur la pyramide des âges pour la Chine. On a ici des particularités. Et ces particularités, elles sont le fruit de certains rapports à la culture et à la natalité, c'est sûr. Mais ce qu'on va ajouter de façon plus simple et qu'on va noter dans notre cahier, nous, c'est que cette situation, elle est le fruit d'une évolution. C'est-à-dire qu'il y a une évolution qui fait qu'on a cette instantanée de la population pour chaque pays à l'instant où on fait nos observations. Oui, l'état d'aujourd'hui, il est le fruit d'une évolution. Ça semble assez logique quand on y pense. Alors, ce petit 1, il s'accompagne d'un deuxième travail en autonomie. Ce deuxième travail en autonomie, il vous invite cette fois à étudier des courbes. Vous avez deux courbes qui sont sur votre fiche, enfin deux courbes. En fait, on a deux graphiques qui contiennent trois courbes. Alors, petites explications avant de rentrer dans le détail. En abscisse, sur l'axe qui est horizontal, attendez, ça y est, je me mélange entre les abscisses et les ordonnées. Bon, plutôt que de dire des bêtises, sur l'axe horizontal, vous avez le temps. Le temps qui fait son œuvre. Et ici, on n'a pas de référence précise sur les années. Je ne sais pas si c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans que représente chacun des intervalles. C'est dommage, ça aurait été pratique. Mais bon, on n'est pas dans une analyse fine, on est dans une analyse globale de l'évolution d'une situation. Donc, on a trois courbes. On a le taux de natalité, le taux de mortalité et la croissance naturelle. Ces taux, ils sont représentés en pour 1000. Pour 1000, c'est une donnée statistique. C'est-à-dire que le taux de natalité, c'est le nombre de gens qui naissent pour 1000 personnes. Et pour la mortalité, comme elle est exprimée en pour 1000, c'est la même chose. C'est le nombre de gens qui meurent pour 1000 personnes. Ces données, c'est des données relatives. Elles sont relatives à quelque chose. Au lieu d'être exprimées en pourcents, elles sont exprimées ici en
pour 1000. Ça permet d'éviter d'avoir des virgules, de passer par l'intermédiaire des pour 1000. Voilà, alors vous avez ces deux courbes, taux de natalité, taux de mortalité, qui connaissent des évolutions. Et puis il y a une troisième courbe qui est représentée en pointillé, c'est la croissance naturelle, qu'on appelle aussi l'accroissement naturel. Si vous êtes curieux, vous aurez regardé dans votre manuel c'est quoi l'accroissement naturel. Bon, et bien deuxième activité, ici je vous laisse la faire, vous pouvez regarder avec peut-être un petit peu plus de détails grâce au cahier de texte électronique, les diapositives 4 et 5 qui sont ces deux documents de la fiche. Et puis je vous laisse répondre aux deux questions. Voilà, maintenant que ce travail en autonomie est fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut passer du cas particulier au cas général. C'est-à-dire qu'en fait, on observe des choses dans ces graphiques. Bon, d'abord, on observe que les taux de natalité et les taux de mortalité, ils évoluent. C'est-à-dire qu'en fait, les taux de natalité et les taux de mortalité, tous les deux, ils ont connu une diminution. Mais ces diminutions, elles sont moins conséquentes et elles sont pas exactement les mêmes entre le Japon et le Brésil. Ce qui est intéressant, c'est de le faire pour l'ensemble des pays du monde. Et à partir de là, on a une tendance qui se dégage et on peut construire un modèle de synthèse, c'est-à-dire un modèle qui représente ce que vont connaître ou ce que devrait connaître l'ensemble des pays du monde comme tendance générale. Ce modèle de synthèse, vous l'avez dans votre manuel à la page 112. Sur cette page 112, vous avez une représentation de ce qu'on nomme la transition démographique. Alors, on peut noter dans notre cahier que tous les pays connaissent une transition démographique. Et puis, transition démographique, il faut le noter dans le cahier, évidemment. Ça, c'est une définition à connaître, transition démographique. Donc, on la recopie dans notre cahier. Voilà. Et une fois qu'on a noté tout cela, on peut reproduire sur notre cahier le repère qui est page 112. Donc je vous laisse redessiner ce graphique avec les détails et puis vous mettez pause et une fois que vous aurez fini de le recopier, vous pourrez remettre la lecture et je vous l'explique. En fait, la transition démographique, c'est un changement de situation démographique, de régime démographique, c'est le mot qu'on emploie. En fait, les populations ont connu des transformations. Historiquement, si on remonte dans le temps, dans tous les pays quasiment, on est dans une situation initiale où le taux de natalité est élevé et le taux de mortalité l'est également. C'est-à-dire on fait beaucoup d'enfants et on meurt beaucoup, pour caricaturer le plus possible. Et puis on a observé quoi? On a observé qu'avec les évolutions des connaissances scientifiques et médicales, au bout d'un moment, on a le taux de mortalité qui se met à diminuer. On meurt de moins en moins. En fait, les mesures d'hygiénisme, les mesures de santé, la meilleure alimentation fait que on meurt moins. On meurt surtout beaucoup plus tard par rapport à la totalité de la population. Et donc comme le nombre de gens meurt moins, on a ce taux de natalité en pour 1000 qui diminue sur votre graphique. Que fait le taux de natalité? Le taux de natalité, nous on observe qu'il diminue aussi, mais d'un pays à l'autre, parfois, cette diminution, elle ne se fait pas en même temps que la mortalité. Il y a des pays où elle s'est fait quasiment en même temps, c'est le cas par exemple en France. Et puis il y a des pays dans lesquels elle va diminuer plus tard, et parfois beaucoup plus tard. C'est-à-dire que parfois la mortalité entre guillemets a baissé, et puis le taux de natalité va rester très haut pendant 5, 10, 15, 20 ans, et puis après il va se mettre lui aussi à baisser. En fait, il y a une partie qui est liée à des comportements natalistes qu'avaient les populations autrefois, entre guillemets. Alors,
comportement nataliste, mettons des guillemets. En fait, les taux de natalité étaient élevés, d'abord parce qu'on connaissait pas les moyens de contraception. Donc de toute façon, voilà, la vie des êtres humains n'est pas une vie d'ascète, ils ont des rapports sexuels, et quand ils ont des rapports sexuels, eh bien ils ont des enfants. Et si on n'utilise aucun moyen contraceptif, évidemment, on a plus de probabilité d'avoir des enfants quand on a une vie sexuelle normale que le contraire. Hein, ça semble couler de source. Donc, évidemment, à partir du moment où on va se mettre à distribuer des moyens de contraception, les grossesses ne seront que des grossesses voulues. On peut le maîtriser. Donc s'il y a une volonté de la population de réduire sa natalité, la natalité peut se réduire. Ça marche? Ça, c'est la première chose. Mais est-ce que la population veut réduire sa natalité? C'est le deuxième paramètre à prendre en considération ici. Eh bien, à partir du moment où elle baisse et que les moyens de contraception existent, c'est bien qu'il y a une volonté de diminuer les naissances. Alors, pourquoi parfois c'est plus long dans le temps? Parce que faire beaucoup d'enfants, c'était aussi une stratégie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le taux de mortalité infantile était très important, c'est-à-dire qu'il y a des pays dans lesquels, pendant longtemps, le taux de mortalité infantile était très haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui décédaient avant d'atteindre les 5 ans, entre guillemets. Et la stratégie de certains parents, c'était donc de faire, enfin, on pouvait même décéder plus après les 5 ans, mais la stratégie générale, c'était de faire de très nombreux enfants pour avoir une probabilité qu'il y ait plus d'enfants pour s'occuper de vous plus tard et susceptibles de vous aider à l'intérieur du travail familial, qui pendant longtemps a été d'abord rural, pardon. On verra qu'avec la transition urbaine, il en est autrement, mais on verra ça un petit peu plus tard. Ça marche? Donc il y a un décalage dans le temps. Et puis au bout d'un moment, les gens se mettent eux aussi à faire moins d'enfants. Et ce décalage dans le temps qui n'est pas le même, eh bien, il va être responsable d'un accroissement de la population, un accroissement naturel, d'un accroissement naturel, d'un accroissement de population qui est plus ou moins grand. C'est-à-dire que le décalage, en fait, l'accroissement naturel étant la différence entre le taux de natalité et entre le taux de mortalité et le taux de natalité, plus il y a de décalage dans le temps, plus ces deux courbes sont éloignées, et donc plus la population va pendant un temps très important augmenter considérablement. Alors que si les deux courbes sont proches l'une de l'autre, la différence, elle est faible. Et donc l'accroissement naturel est moins prononcé. Donc, premier temps, taux de natalité, taux de mortalité sont très élevés. De manière générale, ce qu'on observe en étudiant chacun des pays, c'est que le premier des deux taux à tomber, c'est celui de la mortalité. Puis tombe ensuite celui de la natalité. Et puis le taux de la mortalité, il peut pas tomber à zéro, c'est-à-dire que malheureusement on est tous voués à mourir un jour ou l'autre, enfin, en l'état actuel des connaissances. Ce temps est repoussé de plus en plus loin, mais on est tous encore des mortels entre guillemets, et donc on finit tous par mourir, donc il se rapproche d'une barre symbolique qu'il est difficilement franchissable. Et puis la natalité, elle baisse aussi. Pourquoi? Parce que le mode de vie change, on fait moins d'enfants, notamment parce qu'il n'y a plus cette stratégie de si je veux avoir encore un enfant plus tard, j'ai pas besoin d'en faire 6. Et puis les modes de vie ont changé aussi. Les femmes travaillent par exemple dans les sociétés dites industrialisées. Et donc à partir du moment où la femme elle travaille, elle peut pas en même temps élever 6 enfants et puis travailler. Enfin, il y en a qui y arrivent. Mais évidemment, c'est très compliqué. Et quand vous voyez parfois, vous êtes souvent dans des familles de 2 ou 3 enfants, voire un seul, et que vos parents sont déjà débordés, vous imaginez si vous augmentiez la dose. Ça veut pas dire que c'est impossible, je suis pas en train de vous faire des règles ou de la morale à 2 francs, mais ce sont des paramètres culturels, et les paramètres culturels, comme les sociétés, ils évoluent avec leur temps et avec le contexte social dans lequel ils baignent. Et puis le dernier moment entre guillemets, c'est le moment où ce taux de natalité, lui aussi va se stabiliser à un certain niveau. Alors là, lui, dans l'absolu, il pourrait tomber à zéro. Les gens décident de ne plus du tout faire d'enfants, où on est arrivé à
à une situation particulière qui pourrait être d'ordre médical. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui pensent que une partie de notre mode de vie, de notre alimentation, notre médicamentation ou des pesticides, etc. génèrent de la stérilité des hommes. Mais bon, imaginez un taux qui arrive à 0, on est dans la science-fiction. Il y a un film qui a été fait là-dessus, je sais plus comment il s'appelle, Le Dernier Homme, un truc comme ça. Enfin, je sais plus le titre exact, où on est dans une société, plus personne n'arrive à avoir d'enfants. Bon, on est dans la science-fiction. Là aussi, les gens continuent à avoir des rapports sexuels et donc continuent à avoir des enfants, même en utilisant des contraceptifs, et notamment parce que il y a des comportements qui font que dans toutes les sociétés, on veut avoir des enfants, même quand c'est presque invivable, entre guillemets. The Walking Dead, le feuilleton illustre ça, c'est-à-dire que même au milieu des zombies, les gens continuent parfois, pour certains, à vouloir faire des enfants. Donc ce chiffre, il se rapproche de 0, mais il n'arrive jamais à 0. Et donc on a fait une transition, on est passé d'un moment où il y avait un fort taux de mortalité, un fort taux de natalité, à un moment où ces deux taux, ils sont tous les deux faibles. Et selon les pays, il y a eu un décrochage dans le temps, c'est-à-dire que soit ces deux courbes ont baissé en même temps, soit le taux de natalité baisse beaucoup plus tard que celui de mortalité. C'est le modèle de la transition démographique. Et donc globalement, la transition démographique, elle s'accompagne d'une augmentation de la population. À cause, entre guillemets, ou grâce, ça dépend comment on voit les choses, à la transition démographique, il y a eu une augmentation, et il y a encore une augmentation de la population mondiale. Donc ça, on peut le noter dans nos cahiers, il faut le noter même, que la transition démographique, elle s'accompagne d'une augmentation de la population. On ajoute quoi dans nos cahiers ? On ajoute que les pays, ils n'en sont pas tous au même stade de leur transition démographique. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont fini leur transition démographique. Et quand on regarde la courbe, le pays qui a fini sa transition démographique ici, c'est clair, c'est le Japon. Si on regarde le Brésil, on se rend compte que le Brésil, il a quasiment fini lui aussi sa transition démographique. On pourrait relativiser, mais globalement, ici, on est quand même sur deux courbes qui ont diminué, et le taux de natalité et le taux de mortalité sont en train de se rapprocher. Alors ça aurait été intéressant d'avoir le même document sur Madagascar, je l'ai cherché pendant 1 heure et je l'ai pas trouvé, alors il faudrait que je le fabrique, que j'aille consulter les statistiques, mais je suis déjà en retard dans la livraison des séquences, donc on va pas se lancer dans des recherches, peut-être que je le trouverai plus tard et puis j'ajouterai pour les élèves que j'aurai plus tard. C'est un autre débat. Là, on se rend compte que Madagascar est encore loin de sortir de sa transition démographique et que du coup, le pays est confronté à une augmentation très importante de sa population. Du coup, ce qui explique qu'on ait aujourd'hui une augmentation de la population mondiale, c'est lié justement à tous ces pays qui sont encore dans la transition démographique. Alors justement, étudions avec la diapositive numéro 6 l'évolution prévue de la population mondiale. On observe d'abord que la population mondiale, elle a considérablement augmenté, et puis qu'elle devrait continuer à augmenter. Donc il y a plusieurs simulations sur jusqu'à où elle devrait monter. Première chose qu'on peut noter, une fois que vous avez bien étudié ce graphique, c'est que l'augmentation de la population mondiale, elle s'est accélérée, et elle s'est accélérée d'abord dans les pays industrialisés, l'Europe, les États-Unis d'Amérique, et elle s'est produite au 19e siècle. Donc ça, c'est ce qu'il faut noter dans votre cahier. Alors pourquoi on a eu cette augmentation d'abord dans ces pays-là ? Parce que c'est les premiers pays à être entrés dans la transition démographique, avec le développement de l'hygiénisme, de médicaments, et donc les pays ont connu une transformation de leur démographie. Au XXe siècle, le processus il s'est généralisé à l'ensemble de la planète, et surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, pour être précis.
Donc ça, c'est ce qu'il faut noter dans le cahier, hein. Cette généralisation du processus à l'ensemble de la planète. Ce qui fait que l'humanité, on estime qu'elle devrait croître. C'est-à-dire qu'à cause de la transition démographique que connaît le monde, ou grâce à la transition démographique que connaît le monde, le nombre de gens présents dans le monde, il augmente, et il augmente, et il augmente toujours. Mais une fois que les pays ont fini leur transition démographique, cette population, elle devrait se stabiliser si tous les pays sortent de la transition démographique. Donc on estime qu'elle devrait se stabiliser autour de 10 à 11 milliards d'hommes, voire 12 dans les modèles les plus optimistes en gain de population. Voilà. Alors évidemment, ce sont des modèles qui n'introduisent pas tout ce qui relève de l'impondérable. Au XIVe siècle, les habitants n'avaient pas prévu de choper la peste, entre guillemets. Et à la rentrée, personne parmi vous avait prévu cette épidémie de coronavirus. Alors, l'épidémie de coronavirus ne provoquera pas la chute de l'humanité, mais elle va avoir des dégâts considérables sur la structure de la population mondiale, et principalement la population âgée. Et puis elle aura aussi des conséquences économiques qui auront des répercussions elles-mêmes sur la mortalité. Il y a des effets en cascade qui sont à prendre en considération. Voilà, ça c'était pour le petit teint qui fait la totalité du cours du lundi de prévu. On attaque nous le petit 2, c'est-à-dire que vous pouvez mettre pause et puis reprendre la lecture jeudi si vous le voulez, ou faire tout dans la foulée. Vous êtes maître de votre trace écrite, donc vous faites comme vous voulez. Mais là, moi, évidemment, je vais faire une seule capsule vidéo, donc j'enchaîne. On passe au petit 2. On note dans notre cahier des transitions démographiques plus ou moins achevées. Des transitions démographiques plus ou moins achevées. Alors, premier travail, qui va vous prendre une bonne demi-heure. Il s'agit de vous lancer dans le travail autonome numéro 3. C'est une représentation graphique, c'est-à-dire qu'en fait là, la trace écrite du petit 2, c'est un croquis. Un croquis géographique que vous allez produire en vous aidant dans votre manuel de la page 138, c'est-à-dire que vous allez faire le fond du planisphère usuel qu'on utilise, européano-centré, c'est-à-dire l'Europe est au centre. Et à l'aide de la diapositive numéro 7, vous allez réaliser un schéma sur les phases de la transition démographique dans le monde. Donc 3 figurés, on va utiliser des figurés surfaciques, donc vous allez colorier des surfaces, et donc il va falloir présenter une légende avec des pavés surfaciques. Alors je vous rappelle que les pavés doivent faire tous la même taille et être alignés. Et puis ces 3 figurés, vous avez dans la fiche les intitulés qui les composent, et puis à partir de la diapositive numéro 7, à vous de produire ce document. Donc là, vous avez une bonne trentaine de minutes de réalisation qui vous attend. Voilà, en temps normal, vous auriez eu à le faire à la maison, là, ça fait partie directement du cours, vous pouvez mettre pause et puis reprendre par la suite. La suite, c'est le petit 3, on note dans nos cahiers l'urbanisation de la population. L'urbanisation de la population. Alors évidemment, d'abord il faut se rappeler c'est quoi urbain, c'est quoi rural. Le rural, c'est ce qui est propre aux espaces qu'on pourrait traduire dans notre langage de tous les jours campagnards, qui sont marqués par le rapport aux travaux agricoles et au fait d'habiter dans un espace qui est plus un village qu'un espace urbain. Même si, il y a de profondes transformations qui s'opèrent dans le milieu rural, mais c'est pas l'objet de notre séquence. Et puis, l'urbain, c'est ce qui est propre à la ville. L'urps, en latin. L'ensemble des murs. L'enceinte urbaine. Donc, dans vos manuels, vous avez le repère page 114, donc livre page 114. Vous avez sous les yeux ici ce qu'on appelle
la transition urbaine. Parce qu'on a parlé d'abord de la transition démographique. Mais ce qu'il faut retenir et noter dans nos cahiers, c'est qu'il y a une autre transition que connaît la population terrienne. C'est la transition urbaine. Je vous laisse noter cette définition dans votre cahier, transition urbaine. C'est quelque chose qu'il faut connaître par cœur, vous en aurez besoin en première. Et la transition urbaine, c'est le changement de situation. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'essentiel de la population mondiale, il était d'abord rural. Et puis, aujourd'hui, la majorité de la population, elle n'est plus rurale, elle est urbaine. Donc, dans nos cahiers, il faut que cette notion soit écrite. En fait, depuis 2009, même on peut utiliser cette date comme repère, depuis 2009, il y a plus d'urbains que de ruraux dans le monde. Et c'est une tendance qui se renforce. Il y a plus de gens qui habitent en ville aujourd'hui dans le monde que de gens qui habitent à la campagne, pour le dire vite. Attention, ça veut pas dire que le nombre de gens qui habitent à la campagne est en train de diminuer. Rappelez-vous, c'est la totalité de la population mondiale qui augmente. Et en fait, c'est des deux catégories, celle qui augmente le plus vite, c'est celle qui est liée à la ville plutôt qu'à la campagne. Ça marche, il faut pas oublier cela. Même s'il existe un exode rural, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui quittent la campagne pour aller habiter en ville, mais les campagnes ne se vident pas toutes. Évidemment, il y a des campagnes qui deviennent des déserts, ça c'est vrai, c'est pas un mensonge. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent s'installer dans les campagnes, et puis dans le reste du monde, la transition démographique, elle s'opère dans les villes comme elle s'opère dans les campagnes. C'est-à-dire qu'imaginez un village malgache dans lequel la population elle augmente considérablement, tous ces enfants qui naissent, est-ce qu'ils ont une terre à cultiver dans leur village malgache? Non. Et donc comme ils n'ont pas de travail, parce que la terre est déjà distribuée à leurs grands frères, etc., où il n'y a plus de terre du tout, où est-ce qu'ils vont tenter économiquement leur chance? À la ville, dans des usines ou dans des travaux divers. Donc l'exode rural, il existe toujours. Et attention, contrairement à ce qu'a pu dire notre ministre des Transports, l'exode rural, c'est bien de la campagne vers la ville, et pas de la ville vers la campagne. Qu'on soit tous clairs là-dessus. Donc, cette tendance à l'urbanisation du monde, elle se renforce. Elle a une première conséquence. La première conséquence, c'est que les villes sont de plus en plus grandes. Grandes en termes de taille et en termes de nombre d'habitants. Elles sont de plus en plus grandes démographiquement, mais elles sont aussi de plus en plus grandes spatialement. L'emprise spatiale des villes est de plus en plus grande, et elle est d'autant plus grande que les villes finalement connaissent leur densité la plus forte dans son centre, et on pourrait la symboliser par l'augmentation des immeubles qui est propre à l'hypercentre, avec ces buildings qui se construisent, mais plus on s'éloigne du centre, plus finalement on a des habitats qui sont de moins en moins denses, qui ont de moins en moins d'étages, avec des gens qui veulent dans les pays développés avoir un jardin, ce qui fait qu'en fait les villes elles s'étalent de plus en plus comme une tache d'huile ou de peinture, et vous verrez en première que ces taches elles ne s'étalent pas comme des auréoles, un peu comme la transpiration des enseignants sous leurs aisselles quand il fait chaud, mais plutôt de façon discontinue en lien avec les réseaux de transport, un peu comme des toiles d'araignée. Eh bien, je vous laisse voir et étudier tout cela en premier. La conclusion de ce petit 1 qu'il faut maintenant finir, et qui fait donc le cours du lundi et du jeudi, l'idée globale qui se dégage de tout cela, c'est que on a bien assisté à une augmentation de la population mondiale. On se demandait quelles évolutions démographiques connaît le monde. Transition démographique, transition urbaine, donc on a une augmentation de la population mondiale, et cette augmentation de la population mondiale, elle inquiète et elle pose des défis nouveaux.
Et ces défis nouveaux, eh bien, d'un territoire à l'autre, ils ne sont pas exactement les mêmes. Et pourquoi ils ne sont pas exactement les mêmes? Eh bien, tout simplement parce que leur situation démographique et économique n'est pas exactement la même. Et c'est ce que nous verrons vendredi. Voilà, bonne journée à vous, bon courage et n'hésitez pas à me contacter pour avoir des informations. Voilà, à bien.